Vladimir Poutine au volant d'un poids lourd pour inaugurer un pont flambant neuf. Cela pourrait être une de ces séquences viriles auxquelles le président russe nous a habitués. Ce convoi, qui traverse la mer Noire, est pourtant un énorme bras d'honneur au reste du monde. Le pont de 18 km relie la Russie à la Crimée, le territoire ukrainien que son armée a annexé par la force 4 ans plus tôt. Avec cette construction, Vladimir Poutine grave dans le béton une invasion que les Européens et les Américains ont vivement condamnée, mais sans pouvoir l'empêcher. Son but, c'était exactement comme celui de Trump, c'est « Make Russia Great Again ». Dans son logiciel, il y a l'Empire des Tsars, c'est très clair. Il est assez fier quand on dit que c'est le nouveau tsar. Il se réfère à Pierre le Grand, mais avant lui à Ivan le Terrible, et puis à Staline. Et donc il s'inscrit dans cette lignée, c'est-à-dire à la fois tsar et dirigeant tout-puissant de l'Union soviétique. Le maître du Kremlin est prêt à tout pour satisfaire ses ambitions. Un dictateur tellement sûr de sa force et de la faiblesse de ses adversaires. Vladimir Vladimirovich Poutine. Mars 2012. Vladimir Poutine est réélu pour un 3e mandat à la tête de la Fédération de Russie. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю. Потому что у нас с вами есть своя воля. Il faut revenir à ce qu'il est, à sa formation. Il est issu de la guerre froide, il est issu du KGB, et donc l'Occident est hostile, et l'ennemi. Il considère que l'Occident est affaibli, que les démocraties sont en crise. On l'a bien vu avec les médias comme RT et Sputnik, dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'ils sont bannis d'Europe. Il exploite à travers ses médias, à travers sa propagande, à travers ses réseaux d'influence, parce qu'il en a quand même beaucoup développé en Occident, il exploite toutes les failles en fait de l'Occident. Vladimir Poutine connaît très bien les leaders occidentaux. Il les a tous reçus au Kremlin. Et selon lui, aucun ne s'opposera à son ambition de puissance. Ils n'ont plus le courage ni la volonté de prendre le risque d'une guerre. Ils n'ont rien fait ou presque lorsqu'il a envahi une partie de la Géorgie en 2008. Ils ont renoncé à intervenir en Syrie, malgré l'utilisation d'armes chimiques par Bachar al-Assad. Les Occidentaux tentent pourtant de l'arrêter. Au printemps 2014, les leaders les plus puissants de la planète sont tous réunis à Bruxelles. Tous? Pas tout à fait. Vladimir Poutine a été écarté. Le G8, qui devait initialement se tenir en Russie, a été transformé en G7. Les grandes puissances l'excluent de la table des négociations, mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des sanctions fortes. Le leader du Kremlin ne craint plus les Occidentaux, qu'il juge faibles, divisés, et il en abuse. En Russie, il commence par éliminer progressivement toute forme de contestation. On va évidemment à Moscou ce matin, sans surprise, la justice russe a ordonné hier soir l'emprisonnement d'Alexeï Navalny pour 3 ans et demi. Pour avoir les mains libres à l'extérieur, sur la scène internationale, Vladimir Poutine avait besoin d'avoir les mains libres sur la scène intérieure russe. Il a éliminé, ou tenté d'éliminer en tout cas, un par un, les opposants qui pouvaient le gêner. Au sein même de son gouvernement, il s'entoure de fidèles, dont une grande part d'anciens espions comme lui. Il concentre désormais tous les pouvoirs. Seul maître à bord en Russie, le président cherche aussi à étendre son influence bien au-delà de ses frontières. Des soldats russes interviennent en Syrie, en Libye,
Des mercenaires, proches du Kremlin, combattent en Centrafrique, au Mali. Et effectivement, il s'est implanté très fortement au Moyen-Orient. Il a commencé il y a peu de temps en Afrique aussi, y compris avec ses sociétés Wagner. Et donc, il veut que la Russie soit écoutée. La Russie de Poutine intervient aussi de manière beaucoup moins conventionnelle. Le 21 novembre 2015, une partie de l'Ukraine est plongée dans le noir. Cette nuit-là, pas d'alerte, pas de raid aérien. Une puissante cyberattaque a fait sauter le réseau électrique ukrainien. Très vite, des pirates informatiques russes sont identifiés. Russia have a cyber attack, of course, against Ukraine, but not only. And this is the global cyber war of Russia against the whole world. Vladimir Poutine utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour combattre un ordre international qui ne lui convient pas. Il joue sur tous les ressorts, comme les cyberattaques ou l'ingérence. Encore une fois, il faut se souvenir en 2016, dans les élections américaines, l'ingérence russe qu'il y a eu dans l'élection. Donc, c'est pas seulement une guerre ouverte avec des chars comme on le voit aujourd'hui. C'est une guerre qu'il a entreprise depuis des années avec d'autres instruments, y compris les réseaux d'influence qui se sont développés dans tous les pays d'Occident. À l'échec des leaders occidentaux, Emmanuel Macron va tenter sa propre approche pour apprivoiser l'ours russe. Il est à l'Élysée depuis 15 jours quand il reçoit somptueusement Vladimir Poutine au château de Versailles. Il veut le flatter pour partir sur de bonnes bases. Vladimir Poutine ne respecterait que ceux qui n'ont pas peur de lui. Pour se mettre à sa hauteur, le président français aborde explicitement les questions qui fâchent. À commencer par la campagne présidentielle française, qui vient de s'achever. Merci d'être là. Et que Vladimir Poutine est soupçonné d'avoir voulu influencer. Quelques semaines avant l'élection, ce dernier a reçu Marine Le Pen au Kremlin. Plus sensible encore, des hackers et des médias russes, Russia Today et Sputnik, sont accusés d'avoir sapé la candidature d'Emmanuel Macron. Le président russe se contente de démentir les accusations de piratage informatique. Pendant 5 ans, les deux présidents vont multiplier les rencontres. C'est sur la promesse de cette relation spéciale qu'Emmanuel Macron s'envole pour Moscou le 7 février dernier. Plus de 100 000 soldats russes sont alors déjà massés près de la frontière ukrainienne. Dans l'avion, le président s'est confié aux journalistes. Il dit on peut empêcher les choses à court terme. Et en fait, dans ce moment-là, ni lui ni ses conseillers ne croient à la vision américaine, qui est de dire que la guerre peut commencer dès demain, parce que les Américains sont extrêmement pessimistes. Emmanuel Macron, lui, pense encore qu'il est tout à fait possible de retarder, voire d'empêcher les choses. Il y croit encore. Mais l'accueil qui lui est réservé jette un froid. L'entretien commence, il n'y a personne dans la salle et on attend assez longtemps, plus de 5 heures, donc que cet entretien se termine. Entretien très dur, enfin on le comprend en fait en voyant la tête de Vladimir Poutine et la tête de Macron lorsqu'ils apparaissent à la conférence de presse. On voit presque sur les visages que ça ne s'est pas bien passé et que Poutine n'a rien lâché, tellement les deux visages sont fermés.